C'était quelqu'un de charmant, adorable. Il était plein d'humour en plus, c'est ça qui était bien. C'est que il est arrivé comme on dit le prince son cheval blanc. Et du coup, c'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est son attention. Ah, je voyais pas mon avenir sans lui. Il faisait vraiment partie intégrante de ma vie. Mm. Alors c'était un homme très charmant, gentil, attentionné, toujours là pour valoriser, pour dire que j'étais quelqu'un de très bien. Un homme très 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 gentil. Voilà, beaucoup, alors un petit peu centré sur lui quand même, hein, parce qu'il était toujours en train de faire plein de choses, mais vraiment très 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 attentionné et très très gentil. Quelqu'un qu'on a vraiment envie d'être avec. Très attentionné. Il essayait de faire beaucoup de choses pour moi. Il était au chômage, donc il était à la maison, donc il s'occupait de faire à manger, de faire le ménage. Voilà, on faisait beaucoup de choses ensemble. On avait plein de projets ensemble. Voilà, j'avais pas remarqué qu'il y avait quelque chose en lui qui n'allait pas, quoi, qui pouvait me faire dire que, attention, c'est un homme qui peut devenir violent verbalement, hein, parce qu'il ne m'a pas touché. Cet homme-là m'a pas touché. Chaque fois, en fait, c'est tourné en boucle. C'est tourné en boucle parce que chaque fois, c'était l'agression verbale, c'était un conflit. Voilà. Mon mari me disait, par exemple, je sais faire tout mieux que toi. J'étais toujours énormément aidée parce que je t'aime, tout simplement. Tu n'as jamais écouté mes conseils et regarde où tu en es. Où tu en es. C'est moi qui est responsable de tout. Je suis fatiguée. Voilà. Et ben moi, de ma part, j'ai pensé tout de suite que ouais, il a du raison. Voilà. Je suis devenue moins ambitieuse qu'au début. Mais maintenant, je me sens plus indépendante. Voilà, je travaille, les argent, et il va me respecter et apprécier. Voilà. Et chaque fois, c'est tourné en boucle en fait. Comme c'était tombé très souvent en boucle, c'était lune de miel très souvent, soi-disant. Voilà. Mais voilà. Donc du coup, mon mari, bien sûr, c'était un frère seul. D'ailleurs, j'ai changé. J'ai changé. Voilà, j'ai compris que tu es la chose la plus importante de ma vie. Maintenant, je ferai tout pour toi. Ne me laisse pas. Voilà, et moi, de ma part, avec tout ça, bien sûr, j'ai pris la conscience que j'ai bien investi dans ce mariage. Moi, je me suis changée aussi. Voilà, donc j'ai aussi beaucoup changé pour sauver justement notre couple. Et donc j'ai passé toutes les épreuves, me semblait. Voilà. Et je vais lui donner vraiment le dernière chance pour prouver que encore tout est possible à sauver. Voilà. C'était notamment sur mes enfants, comme quoi que mes enfants, ça allait être des Tanguy, que je méritais ce qui m'arrive si il avait tendance à être violent avec moi, que j'étais effectivement... La chose qui m'a le plus marquée, c'était t'es une pauvre fille, t'as pas d'amis. T'es une pauvre fille, t'as pas d'amis. T'es pas normale. T'es une pauvre fille, t'es pas normale. C'est ça qui me faisait le plus mal, parce que des amis j'en avais dans mon entourage, mais ils n'étaient pas sains pour notre couple. Et à chaque fois ils disaient, mais ils sont pas sains pour notre couple et tout, il faut... Enfin, ils sont pas... Oui, ils sont pas sains.
c'était des personnes qui n'étaient pas saines parce que c'était des célibataires. Du coup, automatiquement, il fallait qu'on côtoie des personnes en couple pour que ça puisse marcher. En fait, ce jour-là, je lui ai fait la réflexion d'éviter d'étendre sa machine à laver dehors parce qu'il allait pleuvoir. Et il est devenu comme un fou, il s'est mis à crier, relayer. Je suis allée voir ce qui se passait et puis là il m'a regardé d'un regard froid, calculateur, qui savait ce qu'il faisait, qui voulait tout simplement en finir avec moi. Et il m'a mis un coup sur le visage, pire qu'une claque, avec son poing. J'ai voulu me défendre, j'ai pas voulu accepter ça. J'ai essayé de le toucher mais j'ai pas réussi et là il s'est déchaîné sur moi à mettre des coups en haut de mon corps et après il m'a attrapé, il m'a secoué tellement violemment dans tous mes sens que j'ai vu ma cheville se désaxer de ma jambe. En fait il me pose brusquement devant le parking des urgences. J'avais mes affaires, il m'a pas aidé, rien du tout. Heureusement il y a des pompiers qui étaient sur le parking, je les ai appelés à l'aide. Donc monsieur a dû sortir de sa voiture et décharger mes bagages. Et il a crié devant tout le monde, « Oh, c'est pas grave, elle fait juste une crise d'adolescence. » Le jour J, 19 juillet 2006, il m'a empêché de sortir de chez moi. J'ai eu très peur. Je me suis dit, là, faut que je m'en aille absolument. Je suis allée vers la porte. Il m'a empêchée, mais par la force, je suis sortie. Il y avait des petits escaliers. Et là, il m'a jeté dans les escaliers, une douzaine de marches. Arrivé en bas, il me donnait des claques, plein de claques. J'en ai eu plein la figure. Je criais au secours, on était en pleine campagne et j'ai appelé mes voisins au secours, personne ne venait. Il m'a mis la main sur la bouche, ensuite il m'a pris les épaules, il me les a tordues les deux comme ça, et puis pour finir, comme je criais énormément, puis je me débattais, je me le tapais, et puis là il m'a mis à terre, il m'a étranglée. J'ai réussi à me relever et dans un dernier effort, je lui ai dit, écoute, si tu veux me tuer, il faudra d'abord tuer ton bébé. Et je lui ai montré mon ventre. Moi, j'étais enceinte de 2 mois en fait. Et là, il s'est effondré. Il était complètement... on aurait dit quelqu'un d'autre. Voilà, il s'est effondré, il a arrêté et juste à ce moment-là, ma voisine est arrivée et je lui ai dit emmenez-moi et je suis rentrée dans sa voiture, voilà, je suis partie. Le déclic, c'est qu'en fait, je suis partie plusieurs fois quand même. Donc à un moment donné, mon papa, il a vu que j'avais changé, que j'étais plus moi-même, donc il est venu récupérer mes affaires. Je suis partie et puis il m'a envoyé une lettre en disant qu'il m'aimait, qu'il voulait qu'on construise une vie de famille. Et puis Lilou, elle est née, donc forcément j'ai essayé, je pensais qu'il allait changer. Donc j'ai essayé de revenir et puis ça a été encore pire. Il me mettait dehors toutes les 5 minutes et en fait il profitait encore plus de la situation parce que j'étais revenue. Et puis à un moment donné, je suis partie parce que je voulais protéger ma fille. Parce qu'il me violentait devant elle, il m'insultait devant elle. Et je l'ai fait pour protéger Lilou, ma fille. Voilà. J'ai fait une fois un enregistrement parce que j'ai eu peur qu'il me tue. Et je me suis dit, la seule façon de savoir ce qui se passe vraiment, c'est que je l'ai enregistré une seule fois. Voilà. Et tant mieux. On entend qu'il me dit que la mauvaise partie de mon cerveau va pas bien, que je suis folle, méchante. En fait, il se déculpabilise de la situation et il me fait porter le chapeau, en fait. J'ai demandé à aller en centre de repos, on m'a dit que j'étais jeune et en bonne santé, qu'il n'y avait pas de place pour moi. Ça a été un passage très traumatisant pour moi qui restera gravé
à vie, puisque malheureusement pour moi, le personnel de l'hôpital n'a pas été formé ni sensibilisé, ni à savoir comment accompagner et quoi dire à une femme qui arrive et qui vient de se faire agresser. J'ai pas été entouré, j'ai pas été vraiment entendu et soutenu. On m'a laissé sortir de l'hôpital sans accompagnement, sans rien, en me disant juste d'aller contacter l'assistance sociale de secteur. Énorme, j'avais été tapée, j'avais mal partout et surtout j'avais peur pour mon bébé. Donc je suis allée à l'hôpital faire constater tout ça. Et ensuite elle m'a dit il faut que tu ailles à la police. Et moi j'avais pas envie d'y aller, mais elle m'a emmenée à la police. Et c'était compliqué, j'ai été beaucoup questionnée, on mettait en doute ma parole en me disant mais qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il vous tape comme ça? Et moi j'avais rien fait. Mon seul tort avait été je ne sais pas, peut-être d'être enceinte, mais en tout cas pour moi je n'avais rien fait, aucune voilà. Et donc après avoir été bien cuisinée, j'ai beaucoup pleuré et j'ai pas réussi à porter plainte en fait. Ma copine me disait mais porte plainte, il faut que tu portes plainte à la police. Ils m'encourageaient pas particulièrement et j'ai pas porté plainte. Je pensais que tout ça allait s'arranger, que voilà, la personne qui m'avait frappée c'était le père de mon enfant et j'y croyais encore quoi. Au départ, je voulais pas aller porter plainte, j'avais honte, peur. Alors toujours mon papa qui m'a un peu forcée. Voilà, parce qu'en plus de ça, il m'a fait forcer avant le départ de la maison, donc il me doit de l'argent. Et mon papa, quand il a eu la situation, m'a dit il faut que tu portes plainte. Donc j'ai été porter plainte, il n'était pas au courant, donc j'étais encore avec lui. J'ai pas porté plainte sur tout, malheureusement. Il y a une chose où j'ai pas porté plainte sur des violences sexuelles parce que j'avais tellement honte que j'ai pas voulu porter plainte là-dessus. J'ai surtout porté plainte pour les violences physiques et j'ai eu des attestations médicales. Voilà, mais je l'ai fait surtout pour plus tard, pour justifier du fait que je voulais vraiment partir et protéger ma fille. Je l'ai vraiment fait pour protéger ma fille. Après, pour moi, moins quand même. Ils m'ont pris en charge pas terrible. Ils m'ont pris mes témoignages. Ils ont interrogé après les voisins 1 an après. Voilà. Et là, ça va faire plus de 2 ans que les plaintes ont été faites. Et que pour l'instant, rien n'a été fait au niveau justice. Et au départ, il n'était pas au courant en fait, que j'avais porté plainte. Et il l'a su plus tard. Et il a été encore plus violent. Et là, il a commencé à m'enregistrer sur tout ce que je faisais, à se prendre des témoins, à se mettre un dossier pour se défendre, à me mettre dehors, à me prendre mon argent, enfin voilà. Jusqu'au jour où j'ai craqué et puis je suis partie. Voilà, il m'a fait arrêter mon travail, en fait il a essayé de me mettre, on va dire, à la rue sans rien. Il me reçoit de manière très très agressive, il me traite comme un agresseur. Il est violent dans ses propos, la seule chose qui l'intéresse c'est de savoir de quelle main j'ai répondu, si c'est de la gauche ou de la droite. Il bâcle tellement mon PV qu'on a l'impression que c'est une vulgaire dispute de couple et que c'est moi qui suis vraiment la fouteuse de troubles. J'ai malheureusement signé le PV, tellement j'ai eu peur de ce gendarme, j'avais l'impression de revivre l'agression que je venais de subir. Et malheureusement, ce PV, pour la décision de justice, j'en paierai le prix fort toute ma vie. Et oui, puisque c'est un PV qui est pauvre en éléments, en preuves. Et la manière dont il est tourné, voilà, ça ne relate pas les faits que j'ai subis et que j'ai vécu. Enfin, je sais que ce gendarme a laissé des traces à l'intérieur, des traces qui sont gravées à vie. Ses paroles, son attitude, c'est gravé à vie pour moi.
Juridiquement, avec un certificat médical incomplet et un PV incomplet. Suite à ma plainte, j'ai appris bien plus tard que l'affaire avait été classée sans suite. J'ai jamais reçu de courrier, enfin bref, je n'avais pas été informée, c'est en appelant le tribunal que j'ai appris cette nouvelle-là. Je me demandais pourquoi ça m'était encore arrivé, étant donné que j'avais déjà vécu des violences auparavant avec le père de mes 2 premiers enfants. Et je me disais, mais pourquoi à chaque fois je rencontre des hommes violents qui au tout début sont très gentils, sont agréables, qui vous donneraient tout, quoi. Et puis au fil du temps, ils changent comme ça, ils changent de comportement. Alors que je suis, bon, j'ai mes défauts, hein, comme toutes les personnes, mais je suis gentille, je donne beaucoup de ma personne, et je me demandais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait qui a déclenché ça, qui a déclenché cette violence, autant physique que verbale. Alors au commissariat, quand vous arrivez, on vous demande déjà pour quelle raison vous êtes là. Donc vous expliquez voilà, que vous voulez porter plainte pour violence conjugale. La première fois que vous y allez pour des violences conjugales, on vous prend un petit peu à reculons votre plainte. Alors on vous pose plein de questions, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ci, pourquoi là, mais j'ai l'impression que on n'est pas prise au sérieux. Ça c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas. Donc moi j'ai raconté mon histoire, voilà, et ma plainte a été prise, mais elle a été très vite classée sans suite. En fait, vous pouvez avoir des violences physiques ou morales, on n'est pas tellement pris au sérieux, ni par la gendarmerie, ni par le tribunal après, puisque c'est eux qui classent votre plainte sans suite, quoi. J'ai eu la chance d'avoir un appartement par l'association Le Grillon, donc j'ai eu de nouveau besoin d'aller voir la gendarmerie, et là on m'a bien fait comprendre que je n'avais pas à déposer plainte, une main courante ça suffisait. Là on se dit on n'est vraiment pas pris au sérieux, quoi, parce qu'une main courante ça va pas loin, ça reste la gendarmerie, ça ne va pas au tribunal. Donc ça aboutit à rien, c'est un morceau de papier qui sert à rien en fait. Voilà, on vous écoute, mais on a l'impression qu'eux, ils perdent leur temps. Alors que nous, on veut laisser des traces. Ouais, c'était une femme gendarme indiquée qui connaît mieux le Lora que moi, voilà, parce qu'elle est française. Et donc, en fait, la police, la gendarme, l'a sous-entendu que c'est parce que j'ai milité. En fait, car d'après lui, j'y reviendrai le lendemain pour enlever ma plainte. On m'avait prévenu tellement de fois qu'en fin de compte, j'avais la honte d'aller dire voilà, il s'est passé ci. Et du coup, c'était un peu une honte. Je viens vous expliquer que je me suis fait violenter depuis quelques mois par mon ex-compagnon, et là, cette fois-ci, ça a débordé. Du coup, c'était un peu la honte, la culpabilité. Et ça a été de même pour la police. Je veux dire, je ne me voyais pas aller porter plainte. Pour moi, c'était inconcevable, je n'y arriverais pas. Et c'est en allant voir
une personne du CMP que j'ai vu l'encart de SOS Femmes violentées, que je me suis dit qu'il fallait que je pousse cette porte parce que j'avais besoin de parler. Et en fin de compte, en poussant cette porte, non seulement ça m'a fait du bien de rencontrer des gens qui m'ont écouté, mais j'ai aussi effectué un groupe de parole. Ce jour-là qui a été exceptionnel parce qu'on était plus de 10 et j'étais la petite dernière à passer puisque j'étais la petite nouvelle. Et en fin de compte, il y a une farandole qui s'est mise autour de moi. Et ces femmes, elles m'ont dit, on est tous avec toi, mais il faut que tu ailles porter plainte. Mais on sera tous derrière toi. Et le lendemain, à 9h, je suis allée porter plainte à l'hôtel de police. J'ai eu l'impression d'être accusée. J'ai pas été du tout prise en tant que victime, mais en tant qu'accusée. Ça n'a aucune pédagogie. On arrive, on est un nom sur la carte d'identité et après on a un numéro. Il y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a personne, il n'y a pas de cellules exprès qui viennent vous dire... ben voilà quoi... essayez de vous aider parce que déjà vous êtes complètement perdu, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes responsable, on vous accuse, limite on vous pointe du doigt en disant que c'est vous. Et la seule chose qu'on nous dit de réconfortant, mais madame, il faut savoir éviter les gros cons. Et là, mais c'est pas marqué sur le front de tout le monde. Du coup, ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'il a fallu que je répète ce qui m'était arrivé. Et du coup, l'émotion, elle était tellement forte que je n'en trouvais pas mes mots. J'avais l'impression de mettre un temps infini pour faire une phrase et la personne qui était en face de moi n'avait pas le temps de m'écouter. Du coup, dans les débuts, elle me disait non mais il n'y a pas de souci, prenez votre temps. Et quand elle a vu que l'heure commençait à tourner, elle a commencé à perdre patience. Et là, elle a tout bâclé. Donc je suis partie avec une frustration et je me suis dit que j'y retournerai plus. Je ne voulais pas y retourner. Je n'y retournerai plus. Quoi qu'il arrivait, je n'y retournerai plus. J'avais plus ce regard qu'elle m'a lancé et tout. Il était tellement comme si ça arrivait tous les jours, quoi. C'était normal. Forcément, il me retrouve puisqu'il connaît ma famille, il connaît ma soeur, il connaît ma mère, il vient chez elle et là, c'est le harcèlement continu. Je porte plainte pour harcèlement. Je trouve un logement, voilà, et je me réinstalle en me mettant évidemment sur liste rouge pour pas qu'on me connaisse mon adresse. Et puis... je vis comme ça maintenant, ça va faire 10 ans le 19 juillet. 10 ans que je suis harcelée. Bon, maintenant, je ne me suis pas harcelée directement puisqu'il ne connaît pas mon logement. Je vis cachée. Quand je sors, je regarde très souvent derrière moi. Mais bon, voilà, il connaît le logement de ma mère, celui de ma soeur. Et depuis 10 ans, il est venu régulièrement. En se cachant dans les poubelles, en se cachant dans les buissons. J'ai reporté plainte plusieurs fois pour harcèlement. J'ai porté plainte aussi pour violence psychologique, puisqu'un jour, quand j'étais chez ma petite dans la voiture, il s'est enfermé dedans avec elle. Et cette plainte n'a jamais abouti. C'était pas assez grave. Qui reste 3 heures dans la voiture avec ma fille. Elle avait 3 ans. Hein, et ça
Ça a posé aucun problème à la justice. C'est difficile, ça, pour moi, parce que ça fait 10 ans que je me bats et que rien n'aboutit. Ma fille, après cet épisode de 3 heures dans la voiture, elle a fait caca pendant 3 mois dans la voiture. Dès qu'on la mettait dans le siège auto, elle faisait caca. Il a fallu que j'aille voir une pédopsychiatre pour que ça aille mieux. Et puis ben voilà, tout notre quotidien est comme ça. Alors de temps en temps, ça se calme et puis de temps en temps, ça reprend. Il vient lors d'événements particuliers dans notre ville, il nous guette, il nous cherche, les carnavals, les braderies, et il nous trouve. Et puis voilà, et ben, pas plus tard qu'hier, il était encore là, chez ma mère, qui en fait a 83 ans et le vit très mal. Moi en fait, je suis inquiète aujourd'hui, pas pour moi, parce que ben, j'ai plus peur de lui, mais j'ai peur pour ma fille essentiellement, pour son avenir. J'ai peur pour ma mère qui est âgée, je ne sais pas comment elle va tenir le choc. Voilà, et j'en suis à ma 6e plainte et rien n'aboutit. Et voilà, je me tourne vers des associations qui me soutiennent, mais voilà, je ne vois pas bien d'issue aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'on se remet quand on a des amis et quand on est entouré. Donc c'est pour ça que je suis venue à l'association aussi, parce qu'il fallait faut en parler en fait. On a du mal à en parler parce que quand on vit des situations comme ça au début et qu'on est forte, les gens ne comprennent pas ce qui nous arrive. On a honte. Donc quand je suis partie, je suis restée dans mon cercle pendant un petit moment. Et puis je pense qu'il faut en parler, il faut vider son sac. Il faut essayer d'être entouré, d'être aimé, d'avoir assez de l'amour, des parents qui vous aiment. Alors j'ai de la chance d'être dans ce contexte-là, parce que c'est pas toujours le cas. Et je pense qu'il faut vraiment être entouré. Vraiment. Qu'elles peuvent s'en sortir, qu'il faut être forte, mais je pense qu'il faut se préparer. Moi, je suis partie sans me préparer, et je pense que quand on part, il faut être prête. Il faut être prête à peut-être trouver déjà un appartement, essayer financièrement d'avoir un travail, et de ne pas partir comme ça vite fait sans réagir. Il faut essayer d'être préparé, parce que après derrière c'est dur, ou alors d'être très très entouré. Mais après on est bien. Donc moi je rentre chez moi, j'ai plus d'agressivité, je commence à être bien, j'ai des gens qui m'aiment, je rencontre des gens que j'avais pas rencontrés avant. J'apprécie toutes les petites choses de la vie que je apprécier peut-être pas avant. Et j'ai retrouvé le sourire. Donc il y a plein de gens qui sont là pour nous aider, tout le monde n'est pas comme ça. Et je les encourage à partir vivement. Alors ça va mieux, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui étaient là, quelqu'un qui est là pour m'aider de temps en temps, qui m'aime, donc qui fait que ça fait du bien. Je suis pas encore défaite de cette situation, parce que on a aussi beaucoup de justice en cours, donc le pénal et tout ça. Je pense que ça ira mieux quand justice sera faite, parce qu'elle est longue, mais ça va mieux. Voilà, j'essaie de refaire des activités, beaucoup de sport comme je faisais avant, mais il y a encore du travail. Je pense qu'on ne se remet pas d'une situation comme ça. Moi, ça va faire 1 an et demi. Il faut du temps. Mais très important aussi de lire, d'essayer de se documenter par rapport à ça, et puis de comprendre qu'on n'est pas seul et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette situation. Les 3 choses importantes à la base. La première chose, c'est jamais abaisser les bras. Voilà. Donc, de n'importe quelle religion on vient, de n'importe quelle famille, de l'éducation on vient, de n'importe quel pays on vient, de quel système. La deuxième chose importante aussi, de complètement assumer son choix. Voilà. Assumer les conséquences par les décisions qui étaient prises, voilà, ça sera pas facile, ça je peux le dire, voilà. Mais voilà, il faut assumer ça. Et la troisième chose, vraiment important, de prendre la responsabilité de votre vie, voilà.
soit disant que c'est pas l'autre, c'est pas votre mari, c'est pas des parents, vos parents qui dirigent, qui décident votre vie. C'est vous. C'est prendre la responsabilité totale sur 100% de votre vie à vous. Et sachant que vous pouvez tout changer. Il se suffira juste de votre volonté. Ben, ce que je souhaite leur dire, et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, c'est qu'il m'a fallu du temps pour oser parler. Mais je crois qu'il a fallu que je puisse entendre et écouter d'autres femmes parler de ce qu'elles avaient vécu pour arriver à me dire qu'en fait, ensemble, on est plus fortes. Et que s'il y en a une qui ose, moi j'ose aujourd'hui, et ce que j'espère, c'est que demain, il y en a une qui va oser, et une deuxième, et une troisième, et que plus on osera changer les choses, plus on osera dire les choses, plus les institutions et plus les lois seront obligées de changer. Donc c'est un message d'espoir que je dis à toutes ces femmes. C'est dur, c'est difficile, on a envie de tout lâcher. Une fois qu'on est parti, on se sent pire qu'avant. Mais il ne faut pas lâcher, il faut surtout pas lâcher parce qu'après la tempête, il y a quand même un beau soleil derrière. Et moi j'y crois et voilà, c'est tout ça. C'est très difficile. La reconstruction, c'est... On essaye en fait de s'entourer. Moi, ce que j'ai fait, j'ai recontacté mes amis. Parce que j'ai pas beaucoup d'amies féminines, mais je sais que elles ont toujours été là. Je les connais depuis très longtemps et je me suis dit, pour qu'on me remonte le moral en fait, parce que j'avais besoin de ça, de parler et qu'on me remonte le moral, pas forcément qu'on me donne des... Comment... qu'on me donne des idées pour... ou des, bon, je trouve pas le mot, mais... qu'on me donne des astuces pour m'en sortir, ça, je suis une battante. Et puis quand on va voir les personnes que j'ai été voir, on me donne plein de petites choses pour m'aiguiller à quelque part, à droite à gauche, pour me dire, bon ben voilà, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à ça, essayez de voir ça. Voilà. Mais c'était surtout pour parler, leur expliquer un peu mon histoire, et puis me dire que je suis pas toute seule. Voilà, même si elle pouvait pas faire grand chose, mais elle m'écoutait, c'est important. Et mon travail aussi, parce que j'ai la chance de travailler, et forcément ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai jamais arrêté de travailler, je me suis jamais mis en arrêt de travail, et ça c'était ma force. Je me disais, bon ben voilà, je travaille, donc je pense à autre chose déjà. Et puis mon salaire à la fin du mois va m'ouvrir d'autres portes pour continuer à me battre. Donc voilà, et puis avec mes enfants, on a beaucoup parlé. Au tout début, on ne se séparait pas. On était vraiment un petit cocon. On avait du mal moi à faire des activités toute seule et mes enfants à faire des activités aussi tout seuls, avec leurs amis bien sûr, tout ça. Maintenant, on s'est un petit peu reconstruit. Je dis pas que tout est rose, hein, parce que c'est pas possible d'effacer ce qu'on a vécu en un clic, hein, mais ça va beaucoup mieux. On arrive à rigoler, on arrive à parler ouvertement. On se dit pas, mince, ce mot-là, faut pas que je le dise parce que on va nous dire, mais ouais, vous racontez des choses que vous connaissez pas. Non, là, on dit ce qu'on pense, quoi, ce qui nous vient par la tête, c'est important, quoi. Voilà, on essaye de se reconstruire petit à petit. Quand un corbeau quitte le nid,
il y a toutes les hirondelles qui arrivent. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, mes enfants ont redécouvert une maman qui avait repris du poil de la bête. Ils ont redécouvert une maman attentionnée, à l'écoute, qu'avant je n'étais plus. Mon réseau social, les personnes que j'avais laissées de côté sont revenues. Ils sont revenus. Je les ai croisés un jour. Et puis du coup, ils m'ont dit « Oh, mais ça nous fait du bien de te voir et tout. » J'avais changé, j'avais maigri, mais j'avais surtout changé. Et du coup, ils m'ont rappelé. Et puis, les connaissances sont revenues. Et puis, voilà quoi, mon entourage s'est reconstruit. Et du coup, ça a été bénéfique, aussi bien pour mes enfants que pour moi, que pour les personnes qui sont dans mon entourage. Je dis pas que je suis guérie de tout ça, hein, parce qu'on ne guérit pas tout de suite de tout ça. Je pense qu'il me faudra un laps de temps avant de me reconstruire. Mais par contre, j'ai su ouvrir les portes qu'il fallait. J'ai su oser demander de l'aide et je n'ai rien caché. Quand j'allais pas bien, j'allais pas bien. Je le cachais pas derrière un sourire, mais voilà, quand je vais pas bien, je vais pas bien. Je laisse parcourir mes émotions et pleurer quand il faut pleurer, rire quand il faut rire. Et puis revoir les gens qui m'ont aidé, leur dire voilà ce que j'ai acheminé depuis ce temps que je vous ai vu. Des cicatrices partout sur le visage. Quand je me regardais dans mon miroir, je voyais une femme avec plein de cicatrices. C'était super difficile à voir. Je l'ai gardée longtemps, cette image. Et avec le temps, plus les jours passaient, et plus les cicatrices se résorbaient. Et plus le visage s'illuminait. Maintenant, quand je me vois dans le miroir, je me suis dit, j'ai parcouru du chemin, mais qu'est-ce que ça fait du bien de te retrouver, Karine.